vous remercie d'abord. Et je vais donner la parole à Anne-Marie Dolly, qui est agrégée de philosophie, professeure de sciences de l'éducation à l'IUFM de Clermont-Ferrand. Merci, donc je suis retraitée désormais, depuis déjà un petit moment. Merci. Alors, d'un mot, tout d'abord, je veux situer la réflexion que je vous livre là, dans mon cursus universitaire et professionnel. Après mes études de philosophie, qui m'ont appris l'exigence du questionnement, la défiance de la perception immédiate et qui m'ont appris la pensée dialectique, j'ai formé des enseignants durant toute ma carrière professionnelle, dans le cadre d'abord de l'école normale, puis de l'UFM, puis de l'ESP. Et j'ai participé dans ce cadre de formation des enseignants du premier et du second degré, participé activement à l'effervescence pédagogique des années 70-80. Je vous dis ça parce que je vais aborder cette question, mais même si ça n'est pas dans le détail. Et puis, j'ai mené une recherche en sciences de l'éducation sur le rapport entre l'enseignement et l'apprentissage des élèves, en même temps que j'ai dû interroger à un certain moment, dans les années 85, les notions d'autorité et de sens de l'école, parce qu'elles se sont imposées à ma réflexion et à ma tâche de formateur. Alors c'est ce cheminement qui a conduit la réflexion que je vous propose aujourd'hui. Alors, ça n'a pas l'air de marcher. Ça y est. Alors, vous voyez, introduction, transmettre une culture pour humaniser. Alors, dans cette introduction, je me pose la question de savoir ce que c'est qu'une culture et ce que je veux dire quand je parle d'humanisation. Alors, c'est à une civilisation qui cultive les esprits que les hommes doivent de vivre humainement, c'est-à-dire à la fois libres et ensemble. Or, comment sont-ils civilisés ? Essentiellement par la transmission des divers systèmes symboliques, langagiers, scientifiques, techniques, littéraires et artistiques, qui constituent la culture et que les hommes ont construit pour représenter le monde, c'est-à-dire le monde, la nature et les objets, les hommes et leurs rapports entre eux et avec les choses, dans le temps et dans l'espace. Ils les ont élaborés selon leur manière de représenter, différentes selon les époques, les sociétés et les objets représentés, afin de construire le sens des réalités que celles-ci ne portent pas en elles. Ainsi, pour comprendre la chute d'une feuille d'arbre à l'automne, le physicien énoncera la loi de la chute des corps. Le biologiste parlera du cycle de la végétation. Le poète brodera avec les mots sur les couleurs de la feuille, la lenteur et le silence de sa chute. L'enfant la nommera simplement. Un arbre n'est un arbre que l'on peut protéger, cultiver, transformer, que parce qu'on l'a nommé, étudié, mesuré, peint, bref, parce qu'on en a construit diverses représentations qui l'ont rendu familier à tous. Ces représentations disent ainsi, chacune à leur façon, ce qu'est le monde, en réduisant l'étrangeté. Les hommes de chaque génération peuvent alors, dans certaines conditions qu'il nous revient de définir, s'approprier ces représentations pour comprendre le monde afin de pouvoir y survivre et plus encore y vivre humainement, sans être dépendants de tout ce qui les entoure, et aussi pour les modifier et les augmenter de leur découverte afin de poursuivre sans fin l'œuvre civilisatrice. On comprend que la transmission culturelle soit indispensable à la survie de l'humanité puisqu'elle transporte auprès de tous ce qui est essentiel à leur vie biologique, intellectuelle et sociale, c'est-à-dire à ce qui leur donne la chance de l'humanisation. Alors la question qui se pose alors est celle des conditions de cette transmission.
Il y a toutes sortes de modalités de transmission, langagières ou non, des musées aux œuvres patrimoniales, des rites sociaux aux religions, des jeux aux fêtes villageoises et sportives, des livres au théâtre et des familles à l'école. Mais on peut les différencier selon deux formes. Une forme que l'on peut dire passive, au sens où son action d'acculturation est davantage laissée aux volontés individuelles que prise en charge par l'intervention systématique d'agents transmetteurs. Ce sont ces actions qui, toutes indispensables à l'humanité, prennent en charge son travail de mémoire. Il y a une forme de transmission que l'on peut dire active, parce qu'elle se fait par l'intervention systématique d'agents transmetteurs. Cette forme de transmission, c'est celle dont la fonction est l'éducation des enfants. Elle est fondatrice de toutes les autres fonctions de transmission, comme l'explique Hannah Arendt, notamment dans 2 des articles de l'ouvrage appelé « La crise de la culture ». Le nom de ces 2 articles, c'est « La crise de l'éducation et qu'est-ce que l'autorité ?» dont l'analyse nous paraît aujourd'hui particulièrement pertinente pour comprendre actuellement la question de l'éducation et son rapport à la transmission. Il n'y a pas tant de philosophie qui nous permettent de comprendre le monde de l'éducation d'aujourd'hui. Alors, pourquoi cette fonction éducative de la transmission est-elle fondatrice de toutes les autres fonctions de transmission? Cela tient d'abord à ce que représentent les enfants dans et pour le monde. Alors, je ne sais pas si vous le voyez là, mais il y a une écriture en italique, Hannah Arendt, et ce qui est en italique et en mauve, je ne sais pas si c'est... Si, ça se voit. Ce sont des citations, c'est pour ça que je vous les ai mises. Et je ne l'ai pas dit au début, mais si vous souhaitez avoir le diaporama, vous pouvez l'avoir quand vous le souhaitez, vous le demandez à l'association. Alors cela tient d'abord, je disais, à ce que représentent les enfants dans et pour le monde. Ils sont, dit Hannah Arendt, nouveaux dans un monde qui pour eux est étranger et déjà vieux, puisqu'il a été construit par les générations précédentes, et en plus, ils sont en train d'y devenir des êtres humains, ce qui constitue la promesse de l'avenir de l'humanité, mais exige en même temps une préoccupation éducative spécifique. Il y a un double risque de cette situation de nouveauté des enfants dans un monde étranger, qui leur est étranger. Le premier risque, c'est qu'ils se perdent dans un monde inconnu et qui n'est pas lui-même prêt à les accueillir, alors même qu'ils sont la promesse de sa pérennité. Et le risque est aussi qu'ils dévastent ce monde qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils en ont peur et veulent s'en défendre ou laisser leur marque, le refaire à leur image, elle-même inachevée et incertaine. Cette dévastation peut tout à fait être innocente, comme celle du jeune enfant qui casse les objets dont ils ignorent l'usage et le sens, simplement parce qu'ils leur appliquent leur propre schème de connaissances qui, chez les petits, sont sensorimoteurs. Ils mordent, tapent, jettent les objets pour les assimiler à ce qu'ils connaissent, réduisant ainsi l'étrangeté du monde extérieur à du connu. Le monde devient ainsi plus familier et vivable pour eux. Mais innocents ou non, le risque de ces jeunes venus au monde est de se perdre ou de détruire le seul monde vivable pour eux comme pour les anciens. Je ne vois pas si c'est le 3. Oui. Il faut donc à la fois protéger les enfants contre le monde et protéger le monde contre ce qu'Hannah Arendt appelle les vagues successives de nouveaux venus. Ce qui est en jeu, c'est à la fois la vie des enfants et la continuité du monde, les deux choses étant totalement solidaires, comme on va le voir. En donnant naissance aux enfants, explique Hannah Arendt, les parents ne leur ont pas seulement donné la vie, mais ils les ont en même temps introduits dans un monde. Et en les éduquant, ils assument la responsabilité de la vie et du développement de l'enfant, mais aussi celle de la continuité du monde. Ce dont ces parents ne sont pas forcément conscients et qui a pourtant
des conséquences éducatives majeures. Il faut en effet introduire ces nouveaux, c'est-à-dire les éduquer, mais en assumant la double responsabilité de la protection de l'enfant qui ne peut grandir seul et celle de la continuité civilisationnelle du monde. Deux conditions, comme je l'ai dit, qui sont solidaires, mais qui ne coïncident pas d'emblée. Alors comment faire pour introduire les enfants dans le monde en assumant cette double responsabilité éducative de protection des enfants et de protection du monde? Alors, pour répondre, d'autres questions se posent. Tout d'abord, pourquoi la continuité du monde est-elle nécessaire absolument pour l'humanité? Ne pouvons-nous souhaiter, comme certains l'ont fait et le font encore, une rupture avec un monde ancien, jugé contraire au progrès, au profit d'un monde nouveau, plus moderne et plus favorable aux innovations? Pourquoi ne pas faire table rase d'un passé qui n'a pas répondu aux espoirs de justice et de mieux vivre des hommes? Eh bien, c'est à cause de ce que signifie la continuité du monde. Le passé, dit Tocqueville, revenant du Nouveau Monde, le passé n'éclairant plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres. Qu'est-ce que ça veut dire? Si les hommes ne peuvent plus faire le lien entre leur passé et leur présent, s'ils ne peuvent pas rapporter leur vie actuelle à l'histoire, aux mythes fondateurs de leur humanité, à leur culture, ils perdent toute possibilité de donner du sens et de la valeur à leurs actes et d'en justifier les choix. Or, ce sont leurs actes qui organisent le monde et décident de ce qu'il est. Alors, ils agissent au hasard, ou pire, selon les normes d'une idéologie, comme en attestent les totalitarismes de tous bords, avec la promesse d'un monde et d'hommes nouveaux qui doivent s'affranchir de l'autorité du passé et de la transmission culturelle pour effectuer les choix du présent. Or, c'est dans la rupture de ce lien, dans le vide laissé entre passé et présent, que peut naître l'irrationalité et la barbarie. Les hommes n'agissent plus en effet que dans une immédiateté, oublieuse de tout fondement et de toute finalité, en fonction de la seule efficacité, comme rouage d'un tout politique, économique, social, que ne commande que l'idéologie du moment et ses maîtres sans passé. Les hommes perdent leur raison, leur liberté et leur culture, en même temps que le monde perd ses assises, comme dit Hannah Arendt. Voilà la conséquence de la rupture temporelle et générationnelle du lien qu'entretient la transmission culturelle. C'est le sens du monde qui se perd et la possibilité d'y vivre humainement, et c'est cela que désigne la perte de la continuité du monde. Mais ce refus de la rupture ne doit cependant jamais se traduire par une volonté d'immobilisme tout aussi mortelle pour le monde. Vouloir sa continuité ne signifie pas du tout vouloir sa conservation à l'identique. Le monde, en effet, doit être protégé de la mortalité que promet son immobilisme, prôné par des volontés proprement réactionnaires. C'est cette stagnation qui est mortelle, comme une terre que l'on ne travaille pas et qu'on laisse aller au gré du temps. Il faut préserver le monde de la mortalité, dit Hannah Arendt, et pour cela constamment le remettre à sa place, c'est-à-dire en état de marche, pour que la vie humaine y reste possible. Il faut donc sans cesse inscrire le monde dans une dynamique d'évolution pour qu'il continue sans cesse d'être humainement vivable. Cette exigence crée une condition éducative particulière, puisqu'il revient à chaque génération d'entretenir cette dynamique de renouvellement du monde commun, dont la recherche, dont mon collègue a parlé tout à l'heure, est entièrement partie prenante. Le problème est tout simplement, dit Hannah Arendt, d'éduquer de telle sorte qu'une remise en place demeure effectivement possible. Alors, comment faire ? Comment introduire les enfants dans le monde de telle sorte qu'ils puissent sans cesse à la fois être protégés et assurer ce renouvellement
du monde commun. J'insiste sur commun, pour que ce monde soit commun à tous et puisse être vécu en commun, qui est nécessaire à sa pérennité et à la poursuite de la vie humaine. Il y a 3 conditions, je cite Hannah Arendt. Ne pas les abandonner, les enfants, à eux-mêmes, ni leur enlever leur chance d'entreprendre quelque chose de neuf, quelque chose que nous n'avons pas prévu. Et troisièmement, les préparer d'avance à la tâche de renouveler le monde commun. Pour ce qui est de la première condition, il y a plusieurs façons et raisons d'abandonner les enfants à eux-mêmes, mais que je vais ramener au renoncement des adultes, éducateurs, à exercer l'autorité, soit au nom de choix éducatifs, plus ou moins non directifs, qui visent l'épanouissement des enfants par l'expression de leur spontanéité, soit au contraire, au nom d'un pouvoir coercitif, voire violent, j'insiste sur la différence entre autorité et pouvoir, contraire à l'idée même d'autorité éducative, qui ne vise qu'à museler toute expression de leur nouveauté. Pour ce qui est de la deuxième condition éducative, il faut garder la possibilité de renouveau du monde que seuls portent les enfants. Notre espoir, dit Hannah Arendt, réside toujours dans l'élément de nouveauté que chaque génération porte en elle. Et nous détruisons tout si nous essayons de canaliser cet élément nouveau pour que nous, les anciens, puissions décider de ce qu'il sera. En imposant aux enfants ce que nous, les anciens, venons de découvrir, en termes de connaissances ou de relations éducatives, nous risquons de les priver de ce qui nous a permis, nous, de créer de la nouveauté pour renouveler le monde. C'est justement, je cite toujours Hannah Arendt, c'est justement pour préserver ce qui est neuf et révolutionnaire dans chaque enfant que l'éducation doit être conservatrice. Elle doit protéger cette nouveauté et l'introduire comme un ferment nouveau dans un monde déjà vieux, qui, si révolutionnaire que puissent être ses actes, est toujours, du point de vue de la génération suivante, suranné. Pour les jeunes, nous sommes toujours des vieux. Nous devons donc en priorité, pour éduquer les enfants, leur transmettre ce qui a permis aux générations précédentes d'innover. C'est en ce sens que l'éducation doit être conservatrice, contrairement au monde politique. Elle insiste bien aussi là-dessus. Pour ce qui est de la troisième condition éducative, pour que ce renouveau reste possible, à chaque génération, il faut donner aux enfants la possibilité de poursuivre le travail de construction de la culture, ce qui en exige la transmission, mais avec le souci de son appropriation par les enfants, afin qu'ils puissent s'en distancier, la remettre en question, la relativiser pour innover et la prolonger en connaissance de cause. À l'image du scientifique, qui ne peut construire une connaissance nouvelle sans maîtriser le processus de la construction et les résultats de la précédente, en dehors de quoi le risque est ou bien de refaire la même chose sans le savoir, c'est ce qu'on appelle la bêtise, ou de produire du nouveau qui, ne pouvant rendre compte de ses fondements, reste comme suspendu, sans prémisse ni suite possible. Alors, à qui revient de faire cette éducation dont vous voyez qu'elle devient très compliquée? Il y a 2 instances éducatives essentielles du côté de l'éducation active, que j'ai appelée active tout à l'heure. La famille et l'école. La famille éduque de façon naturelle, du fait de l'immaturité des enfants. L'école, par décision politique de l'État, qui lui assigne sa finalité. Mais font-elles la même chose, comme pourrait le laisser croire le terme devenu commun d'éducation, après qu'un passé récent les ait différenciés? L'éducation relevée de la responsabilité des familles, l'instruction d'une autorité différente de la famille, comme la nation, ainsi qu'en atteste le préambule de la Constitution de 1946. Je cite, « La nation
garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public, gratuit et laïque, à tous les degrés, est un devoir de l'État. Ces termes reprennent le rapport de Condorcet de 1792 sur l'instruction publique, dont il faisait, je cite Condorcet, un devoir de justice de la société à l'égard des citoyens. Ces questions d'éducation et d'instruction, ainsi que les rôles respectifs de l'école et des familles, se posent, car la confusion a été introduite par toute une évolution de l'école depuis la fin des années 60. Le plus souvent dans le souci louable de mieux adapter l'école aux enfants et de réduire les inégalités scolaires. Elle s'est développée sous l'influence de pédagogies nouvelles, souvent issues de travaux de la psychologie, de mouvements pédagogiques, de diverses recherches et aussi des instructions officielles, notamment celle de 78. Dans les années 70, 80, 85, c'est la mission d'instruction de l'école qui a été remise en question, avec la constitution du modèle dit transmissif et des concepts qui l'accompagnent, d'enseignement, de transmission, d'instruction, de professeurs, d'élèves et de leurs relations hiérarchiques et d'autorité des professeurs. Avec les travaux de la psychologie génétique, notamment Piaget, l'élève redevient un enfant dont il faut prendre en compte les besoins propres à chaque âge, dit Piaget, et les processus internes de développement, plutôt que l'acquisition des savoirs, qui en sont une conséquence et non une cause, pour que l'éducation les utilise, l'éducation nouvelle, les utilise et les prolonge pour pouvoir réussir. Ces conceptions rejoignaient celles de l'école nouvelle de Dewey et d'autres. C'est ainsi que s'est développé un modèle pédagogique constructiviste, qu'on a appelé constructiviste, qui rendait les enfants acteurs de leurs apprentissages et, comme on disait, constructeurs de leurs connaissances. Ce moment de réflexion pédagogique a permis de façon très salutaire de repenser un modèle traditionnel d'enseignement qui jusque-là allait de soi. Il n'a cependant pas échappé à un dogmatisme qui a suscité sa remise en question dans les années suivantes, où a été revalorisé le rôle des connaissances et celui des professeurs, sans renoncer cependant à l'exigence d'activité des élèves dans leurs apprentissages. Au début des années 2000, un projet éducatif qui vise l'adaptation de l'école à la logique économique dominante est défini par la stratégie du traité de Lisbonne de 2000. Je cite le Conseil de l'éducation auprès de l'Union européenne. L'investissement dans l'éducation et la formation est un facteur déterminant en matière de compétitivité et de croissance durable et d'emploi dans l'Union et constitue de ce fait un préalable pour atteindre les objectifs économiques, sociaux et environnementaux que l'Union européenne s'est fixés à Lisbonne. Cette exigence d'adaptation, qui n'est plus la même que l'exigence d'émancipation du début, a conduit les écoles à introduire dans leurs programmes et dans leurs pratiques des notions venues du monde économique, comme celle d'économie de la connaissance, d'efficacité, d'évaluation et d'auto-évaluation, de travail en équipe, de travail par projet piloté par les résultats. En même temps, les parents sont devenus des partenaires de l'école, co-éducateurs des enfants, co-éducateurs. Ces confusions exigent une clarification. Alors, quelles sont les tâches respectives de la famille et de l'école dans notre perspective de double responsabilité éducative, protection de l'enfant et continuité du monde ? Dans la famille, le maître est un dominus, selon le terme latin, c'est-à-dire qu'il commande à la maisonnée au nom d'une autorité personnelle, liée à une tradition, à une nécessité et à des choix personnels. Sous cette autorité, la famille offre 3 modes de protection essentiels, chacun indispensable au développement de l'enfant. Premièrement, l'amour inconditionnel. L'enfant, dit Hegel,
y a une valeur propre parce que c'est un enfant. Il est aimé pour ce qu'il est, je dirai tout à l'heure, et pas pour ce qu'il fait comme à l'école. Il est aimé pour ce qu'il est, ce qui lui donne la certitude de la pérennité de cet amour. Pérennité indispensable à supporter l'absence des figures maternantes. Or, c'est dans le creux de cette absence supportée qu'il peut construire sa capacité symbolique de représentation, de langage et d'entrer dans une culture. Il n'est pas aimé pour ce qu'il fait et dans quoi il serait reconnu, comme à l'école, où les tâches qu'on lui propose sont évaluées pour reconnaître sa valeur en tant qu'élève. Deuxième mode éducatif de la famille, l'apprentissage de la loi, imposé par les adultes. La loi, les adultes parents, la loi permet à l'enfant qu'il intériorise de se structurer comme personne, indépendante des choses et des autres, capable ainsi d'accéder à l'autonomie corporelle, psychologique et sociale, de devenir un sujet de parole, auteur à son tour, auteur possible à son tour de la loi. Mais pour être intériorisée par l'enfant, la loi doit être imposée clairement, avec autorité, mais sans violence. La figure parentale peut alors à la fois être protectrice et offrir un modèle adulte d'identification qui donne à l'enfant envie de grandir, en même temps que la possibilité de le faire. Troisième mode d'éducation, la famille est aussi le lieu d'apprentissage de formes de vie et de culture élémentaires et absolument nécessaires. Un langage, même s'il n'est pas celui du pays où vit l'enfant. Des repérages dans le temps et l'espace, des comportements sociaux, moraux, un art de vivre, des valeurs et des croyances religieuses ou non, qui lui apprennent les premières façons de vivre dans le monde, indispensables à la fois au développement de l'enfant et à sa préparation à d'autres apprentissages, notamment scolaires puis universitaires. Cependant, cette éducation, si nécessaire soit-elle, ne saurait suffire. Je cite Hannah Arendt, l'éducation ne vise pas à introduire le jeune dans le monde comme tout, comme totalité, mais plutôt dans un secteur limité particulier. Elle inculque un art de vivre plutôt qu'elle n'apprend ce qu'est le monde, ce qui compromet la capacité de l'enfant à l'habiter et à le renouveler. La famille éduque l'enfant à un monde local qui le particularise. Elle vise d'abord, comme il est normal, à l'adapter au monde qui l'entoure, à partir de choix de vie et de valeurs propres aux familles. Ce qui fait dire à Kant, en 1803, qu'ordinairement les parents élèvent leurs enfants seulement en vue de les adapter au monde actuel, si corrompu soit-il. Ils ne se soucient que d'une chose, que les enfants réussissent bien dans ce monde. Ce souci, si légitime soit-il pour les parents, ne peut remplir la double responsabilité éducative dont nous avons parlé. Nous savons tous les inégalités que peut engendrer l'éducation par la famille. Elle ne peut garantir l'émancipation nécessaire à la conquête d'une pensée critique libre. Elle peut tout aussi bien manipuler, formater l'enfant à des mœurs et des croyances aliénantes, comme c'est le cas revenu au devant de la scène des femmes afghanes, qui sont éduquées, comme le disent les talibans, par des familles, par leurs familles et la communauté religieuse. Mais elles sont interdites d'instruction par l'école, par les professeurs, et par là interdites d'humanisation. Rappelons aussi que l'instruction des filles dans nos pays occidentaux résulte des longues luttes des femmes. Rappelons aussi qu'en 1933, le nazisme a inauguré son pouvoir par un autodafé qui brûlait les livres jugés contraires à la santé morale de l'Allemagne pour faire entrer le peuple dans son projet d'homme nouveau, sans autre passé que celui qu'imposait leur idéologie mortifère. Ce qui est refusé dans tous les cas, c'est l'instruction par l'école et les professeurs des connaissances rationnelles, soupçonnées, à juste raison, de préparer les esprits à la liberté de penser. Ce qui fait dire à Hannah Arendt qu'on ne peut éduquer sans en même temps enseigner. L'éducation sans enseignement est vide
et dégénère aisément en une rhétorique émotionnelle et morale, autrement dit en une forme d'idéologie. Un autre type d'action éducative est donc nécessaire, qui, comme le dit encore le Code de l'éducation, complète l'action de la famille pour assurer l'émancipation des enfants. Il faut une action éducative à caractère universel, pour pouvoir être universalisante, comme le disait Condorcet, qui doit à la fois, je cite Condorcet, s'étendre à tous les citoyens et embrasser le système entier des connaissances humaines, ce que le Code de l'éducation traduit par la nécessité de faire acquérir aux enfants une culture générale, c'est-à-dire une culture qui donne aux enfants à connaître et à vivre non seulement leur monde proche ou la société présente, ce qui risquerait de les y aliéner, mais toutes les sociétés possibles, ce qui leur permet d'en imaginer une autre et de rester dans la dynamique du renouveau du monde. Cette forme d'éducation ne peut se faire qu'en un lieu spécialisé, avec des enseignants spécialement formés à l'enseignement de cette culture générale et aux exigences cognitives qu'elle crée aux élèves. Et elle doit être laïque pour pouvoir être universelle. Je cite Condorcet. La Constitution ne permet point d'admettre dans l'instruction publique un enseignement qui, en repoussant les enfants d'une partie des citoyens, l'instruction publique, ce n'est pas public au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est l'instruction du peuple, donnerait à des dogmes particuliers un avantage contraire à la liberté d'opinion. La finalité de l'école était énoncée. Il s'agissait de former les enfants à la liberté de conscience, ce qui exclut d'emblée tout recours à un dogme, religieux ou non, qui, comme le dira plus tard Ferdinand Buisson, n'apprend qu'à croire et non à penser par soi-même, ni à juger d'après la raison, comme doit le faire une école qui veut former tous les esprits à l'autonomie du jugement et à la liberté de conscience, qui sont nécessaires à l'exercice d'une citoyenneté libre. Alors, pourquoi l'enseignement de cette culture générale est-il nécessaire à l'école publique? Alors tout d'abord, comme je l'ai dit, parce que cet ensemble de savoirs présente, comme dit le monde, présente le monde aux enfants. Elle l'explique. Et elle leur donne à tous la possibilité d'y vivre. Mais surtout parce que tout esprit qui s'y exerce et s'y discipline s'élève à la raison en même temps qu'il s'en approprie le contenu. Il devient alors capable de rendre compte de ses savoirs qui sont désormais des connaissances. Il peut les contester pour en élaborer d'autres plus généraux, plus adéquats et répondre aux nouvelles questions. La raison ainsi formée rend le sujet capable d'autonomie dans son jugement, prêt à assumer la double tâche de civisme et de souveraineté qu'exige la capacité d'être citoyen et qu'exige aussi la poursuite de l'œuvre de construction culturelle. C'est pourquoi à l'école, à la différence de la famille, le maître est un magister qui tient son autorité non pas de sa personne, mais de son savoir à caractère universel dont la maîtrise doit être reconnue par l'État qui en exige la transmission. Si cette reconnaissance vient à manquer, l'autorité des enseignants en même temps que celle de l'école, qui en sont les piliers, est en danger. Elle ne repose plus alors que sur les personnes, leur charisme ou tout autre caractère subjectif et aléatoire, ce qui ouvre la porte à tout autre pouvoir plus puissant, mais sans légitimité, comme les réseaux sociaux. L'école publique laïque éduque, comme dit Hannah Arendt, éduque à la raison par l'instruction d'une connaissance générale, et c'est donc l'autre pôle nécessaire pour introduire les enfants dans le monde. Mais cette instruction, l'enfant ne peut le faire seul. Il a besoin d'une aide systématique des adultes, spécialisés et formés pour cela, sans qu'aucune forme pédagogique n'ait priorité sur les autres. Prenons un exemple pour finir. Depuis des siècles, la transmission culturelle écrite a supplanté la tradition orale.
ce qui a permis de grands progrès de mémorisation et d'abstraction, comme l'a montré Jacques Goudy dans son livre La raison graphique, en même temps que de grands progrès, elle a permis de grands progrès dans les sciences et les lettres. Mais cela a créé en même temps de nouvelles exigences pédagogiques et cognitives à l'école, qui avait la charge de cette transmission culturelle. Le travail d'écriture, en effet, exige de celui qui écrit un ensemble d'opérations cognitives que recouvre la notion de contrôle métacognitif autorégulateur. Avant d'écrire, le scripteur planifie. Pendant, il guide son activité avec des références à la langue et à l'objet de son écrit. Et après, il révise et réécrit au besoin. Ce travail, qui demande entraînement et connaissance de la langue, est bien différent de celui qu'exige la production orale, plus immédiate et co-régulée par les interlocuteurs. Ainsi, à l'école, et elle est seule à le faire de façon systématique, même Arte à 2 heures du matin ne le fait pas. L'élève, dit Bernard Lahire, à l'école, l'élève, dit Bernard Lahire, le sociologue, est invité à adopter une attitude réflexive à l'égard du langage, supposant que celui-ci soit mis à distance, considéré comme un objet étudiable en lui-même de multiples points de vue. C'est ce même type de travail réflexif que doivent faire les élèves pour s'approprier les savoirs transmis par la langue écrite. Mais il n'est familier, je demande 3 minutes de plus, mais il n'est familier que pour les enfants des milieux favorisés, qui le pratiquent au quotidien, en particulier les enfants d'enseignants. Je fais allusion là à un ouvrage de Jean-Yves Rochec, c'est Bernard Lahire. L'école doit donc l'apprendre aux élèves si elle veut réduire les inégalités d'accès au savoir, d'autant que l'enjeu va bien au-delà des apprentissages scolaires, vers la conduite de l'autonomie sociale, comme le dit Bernard Lahire. Je le cite. « Apprendre à être le grammairien de son propre langage, à le corriger, à être le législateur de ses pensées, c'est non seulement changer son rapport au langage et ses démarches cognitives, mais c'est aussi se mettre objectivement en position de dominer ceux qui ne le maîtrisent pas. C'est en quelque sorte faire l'apprentissage du pouvoir. Le recours à des outils pédagogiques adéquats pour les enseignants accroît donc les chances de réussite de la transmission culturelle auprès de tous les enfants. Mais pour que cela soit possible, il faut qu'il soit clair pour tous les enseignants que ce qu'ils ont à faire à l'école est bien de transmettre les éléments de la culture que sont les savoirs rationnels. Les moyens de le faire sont affaires de formation, de réflexion et de choix pédagogiques des professeurs. Pour conclure, l'école peine à répondre à la réponse d'égalité émancipatrice par la transmission culturelle. Mais faudrait-il renoncer à ce généreux principe humaniste qui a fait le pari de la liberté des hommes par leur raison et leur culture ? Ceux qui l'ont fait se retrouvent aujourd'hui au banc de l'humanité avec tous les pourfendeurs de l'égalité, notamment des sexes, et de la liberté, et de l'état de droit et de la souveraineté des peuples. Il n'est pas d'éducation parfaite. Mais il en est qui privent les enfants du minimum nécessaire à leur humanisation. Il n'est pas d'école parfaite, mais là où elle est absente, les enfants sont exploités et les sociétés ne sont humainement vivables que pour un tout petit nombre assez puissant pour en interdire toute évolution. Beaucoup est à faire pour, comme dirait Hannah Arendt, remettre l'école à sa place. Nous avons seulement voulu donner des conditions nécessaires, pas suffisantes, pour qu'une société éduque ses enfants de telle sorte qu'elle les protège et leur donne à tous les chances de l'humanisation, ce qui exige qu'en même temps, elle donne au monde et à la civilisation la garantie de leur continuité. Pardonnez-moi d'avoir été un peu longue. Merci pour cet exposé particulièrement clair et combattant et dense. Donc, est-ce qu'il y a des réactions à la tribune et aussi dans la salle, bien sûr ? Très rapidement, je vais essayer d'être très rapide. C'est difficile de parler après Anne-Marie qui... Mathias Bernard nous parlait de présentation de thèse en 3 minutes. Anne-Marie Dolly, en 30 minutes, nous a présenté ce que c'était que le pilier de l'éducation, de l'enseignement, la transmission. Donc c'est immense. Ce qui est présenté est tout simplement immense. Donc c'est un peu compliqué. Alain Petit le disait,
il faut poursuivre aussi sans fin l'œuvre culturelle, et ça ne veut pas dire récupérer ce qui existe et ne pas le toucher. C'est bien s'y intégrer et faire évoluer cette culture par sa présence même, sa présence intellectuelle même, cette appropriation culturelle qui fait que l'œuvre culturelle va se continuer. Anne-Marie Dolly vient de vous présenter Hannah Arendt, qui a aussi été longuement citée par Alain Petit en début de colloque. Et elle vient de vous parler de cette œuvre de l'éducation, de l'enseignement, qui est l'émancipation de l'élève. L'émancipation de l'élève, c'est-à-dire, finalement, s'intégrer dans la culture qui existe pour se l'approprier, pour en être un vecteur et continuer cette œuvre-là. Donc cette œuvre de transmission culturelle qui incombe aux enseignants, vous avez compris dans sa présentation que finalement, enseignant, c'est un vrai métier. Et dans ce que nous présente Anne-Marie Dolly, ça serait un métier qui ferait presque peur. Tant il est complexe, tant il est important pour la société et pour l'humanité tout entière. Si, je vais être un peu dans la fiction, si on arrivait à faire tout ce qui est dit là, on permettrait une émancipation de l'élève. C'est-à-dire l'enseignant permettrait une émancipation de l'élève. Ça veut dire qu'il serait quasiment démiurgique puisqu'il permettrait cette émancipation. C'est-à-dire qu'arriver à ce qui est présenté par les philosophes, finalement, n'est pas tout simplement pas possible. C'est ce que vous a dit Anne-Marie Dolly en fin de son discours. L'école parfaite n'existe pas et ne peut pas exister. D'où les critiques nombreuses qui sont faites à l'égard de l'école et qui, quelquefois, peut être blessantes pour les enseignants. Bien sûr que l'école n'est pas parfaite, elle tend vers ce que vient de vous présenter Anne-Marie Dolly, et c'est important qu'elle nous le présente, et j'ai beaucoup apprécié cette présentation à la fin, qui dit que l'école n'est pas parfaite, mais on va vers cette école. Et si on essaie une société sans école, on sait où effectivement cela mène. Donc merci, je n'ai pas de questions particulières à poser à Anne-Marie Dolly sur tout ce qu'elle vient de présenter, qui est vraiment immense, et je laisserai la salle poser des questions par rapport à tout ça. Un petit mot, oui. La parole à Étienne ensuite, Oldanov. Oui. Écoutez, je voulais vraiment vous remercier là, parce que ce que vous avez amené est d'une richesse incroyable, et j'apprécie évidemment beaucoup l'appui que vous avez pris sur Hannah Arendt. Je voudrais simplement, c'est même pas une question, mais vous reprendre un peu ce que j'ai essayé d'amener hier, et je pense que c'est quand même très actuel. Hein. Je dirais que l'éducation, eh bien, ça commence dès la naissance. Hein. Et c'est parce que vous insistez beaucoup sur cette... en reprenant les mots d'Hannah Arendt, qui dit il faut préserver le monde de la mortalité. Hein. Or, hier j'ai rappelé, ça me semble, moi, tout à fait fondamental. Hein, c'est une question, évidemment, à laquelle nous sommes tous confrontés, et actuellement, on en parle énormément. Hein, mais c'est de cette façon dont, dans toutes les cultures, finalement, voilà, on va reconnaître, et c'est une des premières renaissances, je dirais, de l'enfant. Hein. L'enfant naît voilà, dans la réalité, mais immédiatement, il est introduit à une autre dimension. Hein. Et c'est ça ce qui est important. Et cette autre dimension, c'est notamment celle de l'introduire dans un ordre symbolique. Hein, un ordre symbolique, il n'y a d'ordre symbolique qu'un ordre symbolique qui soit troué. Hein. Et je pense que c'est ça ce qui est fondamental dans ce acte d'accepter, hein, qu'un garçon est un garçon, hein, et qu'une fille est une fille à la naissance. Pour moi, ce qui est fondamental là-dedans, c'est d'emblée de mettre en place il y a quelque chose qui nous échappe. Hein. C'est ce trou dans le symbolique. Il y a du réel. Voilà. Alors, je demande un petit peu votre avis là-dessus.
parce que actuellement, vous voyez énormément de parents qui disent mais non, attendons, laissons l'enfant totalement libre. Hein, voilà. Et voilà un petit peu ma question. Je dirais que si on veut devenir fou, oui, on peut faire ça en tant que parent et dire en effet, il peut être libre. Oui, bien sûr que comme je l'ai dit, mais rapidement parce que c'est pas vraiment le sens de mon propos. Mais j'aime bien cette manière que dit Hannah Arendt, et c'est ce que j'ai voulu vous montrer. En donnant naissance aux enfants, les parents, ils font deux choses en même temps. Ils choisissent de faire naître un enfant, mais ils choisissent aussi, de s'occuper du monde en même temps, parce que c'est leur enfant qui porte la possibilité de ce monde. Hein. Et oui, donc l'ouverture au symbolique, à l'ordre du symbolique des enfants est majeure. Et justement, c'est là une inégalité de fond. Je crois que les sociologues nous montrent, ceux dont j'ai parlé en particulier, qu'il y a une inégalité là patente entre des milieux qui font entrer l'enfant dans ce symbolique. Il y a plusieurs manières de ne pas le faire. Et des milieux qui les mettent tout de suite dans la réalité, dans le corps à corps, comme dit Dolto, c'est-à-dire ne leur donnent pas de possibilité d'être dans le creux d'une absence des parents qui leur permet de construire cet accès au symbolique.